jurisprudence unitaire. L1 est affecté à 1. Maintenant, je vais chercher dans le reste des clauses c'est-à-dire tous les littéraux qui s'appellent L1 et à leur tour, ils seront affectés avec 1. Ceci va entraîner l'apparition de d'autres clauses qui sont éventuellement unitaires et on va faire le même travail donc à chaque fois. Et pour cette raison, on va l'appeler propagation unitaire. Alors, pour faire la similarité avec l'algorithme de résolution, alors on peut dire que cette règle-là, liée à la propagation unitaire, c'est ce qu'on appelle la règle de résolution unitaire. Dans le cours, on a parlé donc de la règle de résolution. La règle de résolution générale, c'est-à-dire qui combine la règle de résolution plus factorisation. Mais on a commencé, avant donc de présenter la règle de résolution, on a présenté la règle de résolution unitaire. Alors, la règle de résolution unitaire, tout simplement, veut dire que l'une des deux clauses, elle est unitaire, c'est-à-dire elle possède une taille égale à 1. Alors, si l'une des deux clauses possède une taille égale à 1, dans ce cas-là, cette règle de résolution est appelée unitaire. Bien sûr, elle n'est pas aussi forte que la règle de résolution générale, donc elle est moins forte, c'est-à-dire qu'elle ne va pas détecter toutes les formules valides, elle va détecter moins de formules, mais elle est correcte. Alors, la propagation unitaire, c'est exactement la règle de résolution unitaire. Ça veut dire que notre algorithme DPLR, en quelque sorte, il va hériter, ou bien il va s'inspirer de la règle, ou bien de l'algorithme de résolution. Il va utiliser une règle un petit peu simplifiée de la règle de résolution donc, générale. Alors, l'avant-dernière instruction, c'était l'affectation des littéraux purs, c'est-à-dire à chaque fois que tu trouves une variable, bien littérale qui ne change pas de signe, il est partout positif ou la partout négatif, on va l'affecter à 1. Donc, ce littéral est affecté à 1 et on va faire le remplacement dans le reste des clauses. Alors, ceci va entraîner toujours la simplification, bien la réduction donc, de lignes ou bien la taille de chaque ligne. Alors, si toutes ces instructions ne marchent pas, ni la première, ni la deuxième, ni la troisième, ni la quatrième, dans ce cas-là, on va entamer la cinquième qui va faire la règle, qui s'appellera la règle de division, ou bien l'instruction de division binaire. Tout simplement, ici, on va choisir donc L littérale L, ou une variable L. Alors, je vais créer deux sous-systèmes ou bien deux sous-problèmes à partir du premier problème. Dans le premier sous-problème, je vais affecter L avec 1, c'est ce que j'ai appelé donc phi de L. Alors, problème original, c'est phi. Maintenant, phi L, c'est le problème original, il y a l'ensemble des clauses originales, mais on va affecter L à 1. Dans chaque ligne, on va trouver L, donc on va l'affecter à 1. Alors, dans le deuxième sous-problème, on va affecter chaque littéral L avec la valeur 0. Maintenant, le résultat, je vais appeler phi L bar, ou bien phi L, ou bien phi la négation donc de L, ou bien phi L bar. Alors maintenant, si l'un des deux sous-problèmes, c'est-à-dire soit phi L bar ou bien phi L, est satisfaisable, cela veut dire que phi problème original ou bien le parent est satisfaisable. Maintenant, si les deux sont insatisfaisables, c'est-à-dire phi L est insatisfaisable, et même phi L bar est insatisfaisable, cela veut dire que phi est insatisfaisable. Donc, c'est ça donc le sens donc, de notre algorithme DPLR. Alors, voilà, donc ça c'est si j'exécute la règle de division binaire plusieurs fois, c'est-à-dire si je vais l'exécuter par exemple deux fois, donc le problème original sera divisé en deux sous-problèmes. Et si je vais faire une deuxième division, il sera encore divisé en quatre sous-problèmes. Et si je vais faire la troisième division, le problème original sera divisé en 8 sous-problèmes. Maintenant, si les 8 sous-problèmes sont insatisfaisables en même temps, la racine, celle-là, est insatisfaisable. Si au moins une feuille est satisfaisable, cela veut dire que la racine est satisfaisable. En quelque sorte, vous avez, c'est-à-dire si quand vous avez un ou logique, si une feuille est sat, la racine est sat. Maintenant, si toutes les feuilles sont insat, la racine est insat. C'est-à-dire, en quelque sorte, la racine, c'est le ou logique entre toutes les feuilles. Alors, ce qu'on a dit, donc on a fait quand même quelques remarques sur le comportement. Donc, ce qui nous intéresse, c'est surtout le temps d'exécution de notre algorithme DPLR. Alors, ici, on a comparé un certain nombre de formules.
Donc, on a par exemple ici le 1, c'est le nombre de variables, ou bien d'atomes, ou bien de propositions simples. Vous avez des atomes, des formules dont le nombre d'atomes c'est 12, d'autres formules dont le nombre d'atomes 20, jusqu'à 100. Alors ici, ça c'est le premier paramètre. Le deuxième paramètre, c'est ce qu'on appelle le rapport M sur N, sachant que M, c'est le nombre de clauses. Donc M sur N, c'est le nombre de clauses sur le nombre de variables. Alors qu'est-ce qu'on a remarqué? Donc ça, c'est pour les formules 3 FNC. Ça veut dire que la taille de chaque clause, c'est exactement 3. Alors qu'est-ce qu'on a remarqué? C'est qu'autour de cette valeur-là, qui représente 4,3, à peu près 4,3, on a remarqué que si M sur N est faible, c'est-à-dire inférieur à 4,3, c'est-à-dire que le nombre de clauses n'est pas grand, il est petit. Alors dans ce cas-là, la majorité donc des formules sont satisfaisables. La majorité des formules sont satisfaisables. Ça, c'est logique parce que je peux interpréter les clauses comme étant des contraintes ou bien des conditions. Si tu as moins de conditions sur ton problème, il y a une grande chance que le problème soit satisfaisable. Par contre, si le nombre de clauses dépasse, ou bien le rapport dépasse 4,3, ça veut dire que le M augmente. Alors, dans ce cas-là, la probabilité que l'ensemble des clauses est insat est assez grande et elle va tendre vers 1. Bien sûr, lorsque le M sur N dépasse, par exemple, s'il dépasse 7, donc la majorité, donc c'est-à-dire avec 90% des cas, donc les clauses sont insatisfaisables. Mais ce seuil-là, il va jouer donc un rôle important. Donc, en quelque sorte, si on va le dépasser, la majorité des formules sont insat. Si on ne va pas le dépasser, la majorité des formules sont sat. La même remarque concernant le même seuil, et maintenant, ça va concerner le temps d'exécution. Dans la diapo suivante, ici, dans l'axe des Y, je mesure le temps d'exécution. Et dans l'axe des X, c'est toujours le rapport M sur N. Qu'est-ce qu'on va remarquer? C'est qu'autour du seuil, M sur N, il y a par exemple 4.3 pour 3 FNC. Pour les formules 3 FNC, c'est-à-dire la taille de chaque clause, c'est exactement 3. Le seuil est égal à 4.3. Par contre, si la taille augmente, c'est-à-dire elle est égale à, par exemple, 4 ou bien 5 ou bien 6, le seuil il va changer. Alors, on va remarquer qu'autour du seuil, le temps d'exécution est assez grand. Il est très, très grand, surtout lorsqu'on va augmenter le nombre de variables. Par exemple, si le nombre de variables est égal à 50, vous avez donc plus environ de 4000 unités de temps. Maintenant, si le nombre de variables, par exemple, est égal à 40, vous aurez environ donc 1500 donc, unités de temps et ainsi de suite. Mais au bord, c'est-à-dire si on est éloigné par rapport au seuil, le temps d'exécution est petit. Par exemple, si ça dépasse 7, pour les 3 types de formules, c'est petit, le temps d'exécution, c'est petit. Si le rapport est inférieur à 3, toujours le temps d'exécution est petit. Donc, ce qui fait que les instances ou bien les formules, donc les formules ou bien les problèmes 3 SAT, 3 SAT veut dire que la formule, notre formule, ou notre forme clausale, notre FNC, possède la taille 3 pour chaque clause. Alors, les formules où il y a les formules 3 FNC ou bien le problème 3 SAT, cherchez si la formule 3 FNC elle est satisfaisable ou non. Il possède donc deux comportements. Donc, notre algorithme possède deux comportements. Soit le temps d'exécution est petit, il est très petit, par exemple moins de 1000 unités, si je suis éloigné par rapport au seuil, ou bien le temps d'exécution est assez grand si je suis autour du seuil, ou bien je suis donc proche du seuil, ou bien la valeur elle est égale au seuil. Alors ça, c'est les instances difficiles, ou bien les formules difficiles. C'est lorsque M sur N est proche de 4.3. Et les instances faciles, c'est lorsque M sur N est éloigné par rapport à 4.3. Alors, ce qui nous intéresse ici, c'est justement comment accélérer notre algorithme, justement lorsque notre instance ou bien notre problème est proche du seuil. Parce que ici, le temps ne sera pas accepté par la majorité des entreprises. Supposons que c'est un logiciel à vérifier. Donc, on ne va pas accepter que le temps d'exécution va dépasser, par exemple, 4000 unités de temps pour, par exemple, un petit programme à vérifier. Donc, il faut que le temps d'exécution soit petit. Donc, ça, c'est la même remarque, que ce soit pour DPLL ou bien même pour d'autres algorithmes qui font donc la résolution ou bien le traitement donc de satisfaisabilité. Pareil, que ce soit DPLA ou bien WorldSat ou bien notre algorithme, on va remarquer qu'autour de seuil, il y a toujours
un temps d'exécution élevé. Maintenant, l'objectif de ce qu'on appelle les solvers SAT, c'est d'ajouter des briques ou bien des améliorations autour de DPLL, justement pour accélérer le temps d'exécution et plus précisément pour les formules ou bien les instances difficiles, c'est-à-dire qui sont proches du seuil. Par exemple, dans cette diapo, il y a un solver appelé Minisat qui va résoudre ce problème-là. Donc, ce problème est donné par IBM en 97. Alors, il va posséder 50 000 variables booléennes ou bien 50 000 atomes. Et maintenant, le nombre de, par exemple, de clauses, c'est plus de 15 000 pages. C'est-à-dire, si vous avez, par exemple, 10 clauses par page, alors vous aurez 150 000 clauses. Alors, malgré que vous avez 150 000 clauses et 50 000 variables, alors ce solver appelé Minisat, il va résoudre le problème en moins de 2 secondes. Alors, vous allez me dire comment on a procédé pour faire ce progrès-là. Un autre exemple, donc ça, c'est un problème de Microsoft. Je suppose qu'il s'agit de vérifier le système d'exploitation, donc Windows, l'une des versions de Windows. Alors, pour vérifier ce système, donc on a codé une FNC qui contient plus de 11 millions de variables ou bien atomes, 11 483 525 variables, et plus de 32 millions de clauses. Alors, tout ça, on va, par exemple, on va donner un nom à ce problème-là. Et le nom, c'est celui-ci, ce qui est montré ici. Alors maintenant, un autre solver de Gomez, donc je pense un chercheur américain, maintenant, il est résolu en moins d'une minute. Donc, voyez maintenant le progrès. Alors, si vous faites la table de vérité, c'est-à-dire si tu vérifies si cette FNC est vraie ou non, bien satisfaisable ou non, tu fais la table de vérité, tu vas faire 2 puissance 11 400 000 lignes. Et bien sûr, il n'y a pas de disque dur qui va stocker cette table. Et même le temps sera donc vraiment, même si tu fais par exemple l'algorithme, plutôt le processeur le plus rapide, supposons que tu fais un processeur de donc 1 GHz, c'est-à-dire il fait 10 puissance ou la 1000 ou la 1 milliard, plutôt donc 1 milliard d'instructions par seconde. Alors, et tu vas multiplier ça, donc donc c'est ça la vitesse. Alors, tu vas diviser donc le nombre de lignes, les 2 puissance 11 millions et quelques lignes, sur la vitesse, tu vas trouver un temps vraiment donc exagéré, même avec les processeurs les plus rapides. Pour cette raison, donc, on doit opter pour les solvers SAT modernes, c'est-à-dire le noyau DPLL plus des briques qui vont améliorer le temps d'exécution. Donc, je vais vous donner donc une diapo qui va résumer ça et on va donc donner donc une petite explication pour chaque brique. Voilà. Alors, une seconde juste pour montrer donc voilà. Maintenant, est-ce que tout le monde voit l'architecture des solvers SAT modernes? Donc, vous avez donc au centre, donc c'est pas montré, mais vous avez au centre le DPLL, le DPLL. Alors, autour de cet algorithme DPLL, on va ajouter des fonctions qui sont colorées avec des couleurs différentes. Alors, ces fonctions-là ont comme objectif donc la réduction du temps d'exécution, que ce soit pour les formules SAT ou bien les formules INSAT, et surtout pour les formules qui consomment beaucoup de temps, à savoir les formules qui sont proches du seuil. Alors, je vais donc résumer donc les 5 briques. Vous avez donc la première brique, ce qu'on appelle restart ou bien redémarrage aléatoire. Vous avez donc le choix des variables de division, donc ce qu'on appelle les décisions faites sur les variables de division. Et ici, je vous donne un exemple d'une formule qui fait ou là, qui va choisir la variable de division qui est appelée VSIDS. Donc ça, c'est une formule parmi plusieurs formules proposées donc, par les chercheurs pour choisir la bonne variable de division. Vous avez l'apprentissage, ce qui est fait donc en vert. Vous avez aussi donc ce qu'on appelle back jumping.
ou bien le retour arrière non chronologique. Et on va faire la différence avec le retour arrière chronologique. Et vous avez aussi donc une autre amélioration, donc appelée to watch literal, ou bien la règle des littéraux observés, ou bien la fonction qui utilise les littéraux observés. Et plus particulièrement, on va observer exactement deux littéraux. Alors, on va expliquer donc avec plus de détails chaque brique. Alors, jusqu'à maintenant, est-ce qu'il y a des questions? Donc ici, on ne va pas faire des exemples sur ces briques-là, on va juste les expliquer. Alors, il y aura pas donc d'algorithme sur ça. Donc, on va juste expliquer donc le principe ou bien les motivations derrière chaque brique. Alors, voilà. Donc, dans cette diapo, donc on va résumer. Bon, ça démarrait. Donc, ces améliorations ont démarré vers les années 90, la fin des années 90 et exactement en 97 jusqu'à maintenant. C'est-à-dire cet axe de recherche a démarré vers la fin des années 90 et il est toujours, c'est-à-dire en activité, en pleine activité jusqu'à maintenant. Parce qu'à chaque fois, on essaye de créer une fonction, que ce soit dans la première brique, ce qu'on appelle le redémarrage aléatoire, soit la deuxième brique, ce qu'on appelle l'apprentissage ou bien le conflict clause learning ou bien l'apprentissage des clauses de conflit, le choix des variables division, les littéraux observés. Parfois, il y a même d'autres briques qui s'appellent soit parallélisme ou bien les symétries, la recherche des symétries. Mais on va surtout donc se concentrer sur 4 ou 5 briques. Alors, je vais commencer avec la brique la plus simple, ce qu'on appelle, je vais commencer avec 3, la brique 3. Mais avant de faire 3, la brique 3, c'est le choix des variables donc, de division. Est-ce qu'il y a des questions jusqu'à maintenant? Donc, on va regarder le chat. Est-ce qu'il y a des questions? Monsieur, هذا داخل في كنترول. لا الكور تاع اليوم لا الكور تاع اليوم لا ما داخلش في الكونترول mais c'est possible qu'on va faire des questions sur ça donc dans l'examen. Donc je vais l'enlever du contrôle. عندكم d'autres questions? Monsieur, Oui. monsieur, j'ai une question sur DPL. Sur DPLL. DPLL, oui. Je vais revenir à la diapo de l'algorithme. Oui, elle est fait. Monsieur, في هذاك لو كان اللي كان عندنا عملنا C égale à 0. Si C égale à 0. oui, هذا l'exercice تاع الكور تاع la fois passée. Oui. كاملنا C égale à 0 بقينا نحو حتى خرجنا في كلوز فيد باسكو les 4 instructions ما كانوش vérifiées. On a généré la clause vide peut-être à cause soit, ça veut dire en général la clause vide elle est générée soit grâce aux clauses unitaires dans la majorité des cas, c'est-à-dire 90% من الحالات c'est la propagation unitaire ou la règle des clauses unitaires qui va générer la clause vide ou parfois c'est les littéraux purs qui vont générer la clause vide. هادو هما les instructions qui vont entraîner l'apparition des clauses vides. Oui. Vérifier les 4 instructions. Mademoiselle, عاودي la question parce que le son se coupe. J'entends pas la totalité de la question. C'est l'une des 4 instructions. Vérifier. Qu'est-ce qu'on doit faire? Ne sont pas vérifiés. ما تمشت ni الاولى ni la deuxième ni troisième ni quatrième. Il faut diviser dans ce cas-là. تختاروا une variable au hasard parce que jusqu'à maintenant on n'a pas fait les. Il a qu'à vérifier. Parce que dans le cas, il n'est pas vérifié avec les 4 instructions. شكون اللي راه vérifié la première ou la deuxième خاصة كاينه une instruction qui est vérifiée. شكون هي la première ou la deuxième c'est quelle instruction? ماشي في هذا لو كاع حتى وحده ما كتعاد فيريفي سي بور سا مشينا لا 5e instruction. واه مشينا لا 5e ديفيزينا اون 2. وي وي دونك je sais par exemple l'une des 4 instructions vérifier.
وحنا عملنا الا كانت الاولى فيريفي معناتها الا كانت الانستركسيون الاولى فيريفي معناتها سي ساتيسفيزابل معناتها il faut arrêter maintenant l'algorithme. Il faut dire à la fin que votre ensemble de clauses est satisfaisable. Si la deuxième instruction est vérifiée, cela veut dire que le nœud actuel, la feuille actuelle, elle est insatisfaisable. Mais tu ne peux rien dire sur le parent. Supposons la feuille, supposons j'ai deux feuilles et un seul parent. Maintenant, si la feuille est insatisfaisable à cause de la deuxième instruction, parce que la deuxième instruction est vérifiée, elle marche. Cela veut dire que cette feuille-là, la feuille courante, elle est insat. Mais je ne peux pas dire que le parent est insat. Dans ce cas-là, il faut examiner la deuxième feuille. Il faut réexécuter DPLL sur la deuxième feuille. Maintenant, si DPLL va retourner SAT, le parent est SAT. Si la deuxième feuille est insat, le parent est insat. Est-ce que c'est ça votre question? Je ne sais pas si vous m'entendez. Est-ce que vous m'entendez? Oui, monsieur, بصح ما نعملوش عندي contradiction. Sinon, tu peux m'envoyer l'image ou le document qui vous pose problème. Ça veut dire, ce qui te dérange, est-ce que c'est la première, la deuxième, la troisième ou la quatrième? Je connais l'instruction qui a posé problème. Monsieur, هنا في les instructions كما نساو يكون عندنا لي ديتا J'entends. نحيوه وبقى Mademoiselle, ما سمعتش كامل la question. Le son se coupe. عاودي. هنا في هذيك اللي كان عندنا من H1 jusqu'à H8 عملنا C égale à 0. في الأول عملنا A égale à 1. Bon, malheureusement, je n'ai pas l'exercice que c'est-à-dire, vous utilisez. Mais ça veut dire, supposons on a fait la division. On a fait la division, on a créé deux nœuds. Alors, je suppose, si je me rappelle bien de l'exercice, peut-être qu'on a fait une seule division, on n'a pas fait deux. Et c'est-à-dire, après la première division, on a exécuté que c'est-à-dire propagation unitaire ou bien les littéraux purs. À la fin, je suppose qu'on a trouvé peut-être un SAT. Si je me rappelle bien, on a géré la clause vide grâce à la propagation unitaire, c'est-à-dire grâce c'est-à-dire aux littéraux, donc disons bien aux clauses unitaires. Oui. Alors, puisque les deux feuilles sont insat, les deux feuilles خرجنا فيهم clause vide, cela veut dire que le parent est insat. C'est ça donc votre question? Monsieur, فما تكونش عندنا une clause vide. Je ne sais pas vous si vous m'entendez. Mademoiselle, est-ce que j'ai bien répondu donc, à votre question? Sinon, ما تكونش عندنا clause vide. Donc vous voulez un exemple? صح, je vais le faire maintenant. صح, donc vous voulez un exemple, donc je vais le faire maintenant. Je vais le faire. Exemple. Alors là, maintenant la négation, je vais mettre note à côté. Donc, chaque lettre, c'est un atome. Et pour faire la négation, je vais écrire note. Par exemple, ici, je vais faire note. Note A. E. E. Ensuite, par exemple, note. Par exemple. Alors, je m'excuse. Alors, voilà, je vais changer le partage. Donc, je m'excuse, j'ai pas changé le partage. Alors, une minute pour changer le partage. Alors,
Dans quelques secondes, juste quand je termine l'exemple. Alors, on observe. Supposons, je fais ici, par exemple, C. Alors, est-ce que tout le monde voit cet exemple? Supposons j'ai la première, dans la première clause, A ou Z ou E. Dans la deuxième, note A ou note E. Dans la troisième, c'est note E ou note Z ou C. Je vais faire un espace ici. Tout le monde, je vais afficher juste ça. C'est ça donc mon exemple. Note A, note E, troisième ligne, note E, note Z, C. Et la dernière, par exemple, c'est Z ou C. Alors, je vais mettre ici le, par exemple, voilà. Je vais ajouter notre C ici. Et ici, donc si j'appelle ici A, voilà. Supposons que c'est ça notre exemple. Bon, première chose, je vais remarquer qu'il n'y a pas de littéraux purs. Donc, parce que toutes les variables changent de signe. Le C, il est positif, négatif. Le E, positif, négatif. Z, positif, négatif. Et le A, positif et négatif. En même temps, il n'y a pas de clause unitaire. Donc, il n'y a pas de clause unitaire parce que tout simplement, la taille, par exemple, ici, c'est 2. La taille ici, c'est 3. La taille ici, c'est 2. Et la taille ici, c'est 3. Alors, supposons que je vais choisir le C pour diviser donc, mon problème original. Dans la première version, j'affecte le C à 1. Dans la deuxième version, deuxième sous-problème, je l'affecte à 0. Alors, supposons ici C est égal à 1 dans le premier nœud. Alors, si C est égal à 1, la dernière ligne sautera. L'avant-dernière signal va sauter. On va garder la deuxième. Et on va réduire la première. Alors ici, tu vas trouver A, Z, E. Je pense que cet exemple, il va nous mener à, c'est-à-dire une formule SAT. Et je vais garder aussi, donc note A, note E. Voilà. Ça, c'est le premier enfant. Maintenant, le deuxième enfant, c'est égal à 0. Alors, si c'est égal à 0, donc dans ce cas-là, je vais écarter donc la première, parce qu'elle est maintenant elle est vérifiée. Je vais garder la deuxième et je vais garder la troisième et la quatrième, mais en faisant une petite réduction. Alors, on va garder notre E, notre Z. Donc, notre E, notre Z. Et je vais garder la dernière qui est maintenant simplifiée à maintenant l'unique clause Z. Jusqu'à maintenant, OK? شكون ما فهمش؟ Monsieur ما يشتغل ما فهمش. Je vais essayer donc de voir les commentaires. Alors, il n'y a rien dans le commentaire. Monsieur ما Je vais يشتغل. continuer. Voilà.
quand même, je fais un petit rappel. Voilà le problème original. Je l'ai divisé en deux sous-problèmes. Le premier, c'est C est égal à 1, ou le deuxième, c'est C est égal à 0. Alors, lorsque C est égal à 1, on a éliminé la première, disons la troisième, et la quatrième, on a gardé donc Alors, on a gardé la deuxième, et on a donc aussi gardé la première, mais on l'a simplifié, parce que maintenant notre C est égal à 0. Par contre, dans le deuxième sous-système, donc, on a gardé la deuxième parce qu'il n'y a pas de C. On a simplifié la troisième, notre E, notre Z, et on a simplifié la dernière, ça va devenir juste Z. Maintenant, pour le premier sous-système, par exemple, il faut remarquer que Z, c'est un littéral pur. Donc, tu peux l'affecter à 1, ce qui fait que la première clause, elle est éliminée parce qu'elle vaut 1. Maintenant, je vais faire la simplification. Il me reste juste notre A, notre E. Notre E. Donc, ça, c'est l'enfant. Ça, c'est un enfant c'est-à-dire de ce système-là, le système qui contient deux lignes. Maintenant, je vais exécuter toujours DPLL sur le nouvel enfant, ça veut dire l'enfant qui contient juste notre A et notre E. Il faut remarquer, par exemple, que notre A, c'est un littéral pur, et même notre E, c'est un littéral pur. Parce qu'il y a une seule ligne, et dans cette même ligne, donc notre A ne change pas de signe, il y a un seul notre A, et notre E ne change pas de signe parce qu'il y a un seul ici, donc on a affecté parenthèse. On a affecté le Z à 1. Et ici, on a par exemple notre A. On a affecté notre A. Alors, à la fin, on a un système vide. C'est-à-dire, c'est ça, donc. Alors, je n'ai pas les accolades. Voilà, je vais chercher les accolades ici. Insertion, bien, symbole. Alors. Autre symbole. Voilà. Donc, après la première simplification, on a trouvé une seule ligne dans notre enfant qui contient notre A, notre E. Une deuxième simplification, on a affecté notre A à E, à 1. Maintenant, notre enfant, ou la nouvelle enfant, la nouvelle feuille, elle contient l'ensemble vide. Donc, cela veut dire que c'est SAT. Donc, ici, ce n'est pas la peine de faire le deuxième sous-problème. C'est-à-dire le problème dans lequel C est égal à 0. Parce que, puisque la première feuille trouvée, elle est satisfaisable, cela veut dire que le système original est SAT. Maintenant, vous pouvez faire la deuxième branche, c'est-à-dire C est égal à 0. Et maintenant, je m'en fous si le résultat va mener à SAT ou bien un SAT. Ça, c'est-à-dire c'est superflu parce que la racine, elle est toujours SAT. Mais si vous voulez qu'on termine le traitement, on va faire le même algorithme DPLL sur ça. Ici, est-ce qu'il y a un littéral pur? Donc, Z change de signe ou le E change de signe. Plutôt, le E ne change pas de signe. Et même notre A ne change pas de signe. Donc, ce qui fait, j'exécute la règle des littéraux purs, par exemple. J'affecte, par exemple, notre E. Ici, vous avez le choix. Soit tu affectes notre E à 1, ou bien tu affectes notre A à 1. Alors, si j'affecte notre E à 1, maintenant, je vais éliminer la première et la deuxième. Je vais garder juste la troisième, Z. Maintenant, mon système contient une seule variable, c'est la variable Z. Alors maintenant, Z, elle joue un double rôle. C'est un littéral pur. En même temps, c'est une clause unitaire. Alors, vous avez le choix soit d'appliquer la première ou bien la deuxième. Dans les deux cas, tu vas affecter Z à 1. Maintenant, si j'affecte Z à 1, maintenant, cette ligne, elle est vérifiée. Je vais l'éliminer. Maintenant, ce qui me reste, c'est un ensemble vide. C'est-à-dire, j'ai vérifié toutes les clauses. Alors, maintenant, j'ai terminé avec deux feuilles qui sont satisfaisables. Cela veut dire que la racine est SAT.
Maintenant, si même la deuxième feuille est insat, la racine est sat, parce que la première feuille, elle est satisfaisable. Je ne sais pas si c'est ça votre question. Je vous donne la parole, ou bien n'importe quel étudiant peut intervenir. على حسابك كنا غالطين في la formule H2. Alors, déjà, donc je vais, donc est-ce que l'exercice que l'on a fait, je ne me rappelle pas exactement l'exercice que l'on a fait, mais c'est est-ce que, voilà, est-ce que c'est cette formule, la première ou bien la deuxième, il y a carrément une autre, je ne me rappelle pas exactement. Alors, ou bien donc on a fait une formule du polycopier. Est-ce qu'il y a des questions sur l'exemple que j'ai fait juste maintenant? Il n'y a pas de questions? Monsieur, كان نجبروا لهم vite لو Alors, دابا donc il n'y a pas donc de feedback. Je suppose que, c'est-à-dire, il n'y a pas de questions. Donc, je vais avancer dans le cours. Mais ce que j'ai fait maintenant, c'est un exemple simple d'une formule qui est satisfaisable. Alors, comment j'obtiens une formule satisfaisable? À chaque fois, donc, tu vas éliminer une clause parce qu'elle est satisfaite, parce qu'elle vaut 1. Et elle vaut 1 soit à cause, par exemple, de la règle des clauses unitaires, ou bien elle vaut 1 à cause de la règle d'ilitéraux pur. Une fois donc votre système ne contient aucune clause, tu peux dire que la feuille elle est satisfaisable et automatiquement la racine où il y a le problème original, il est satisfaisable. Alors maintenant je résume les améliorations. Alors les améliorations, on ne va pas les faire dans le contrôle, mais peut-être qu'on va les faire en examen. Alors, première amélioration, je vais commencer avec la plus simple. Il y a 3. L'amélioration 3, ou bien l'heuristique 3, ou bien la brique 3. C'est comment choisir donc la variable de division. Maintenant, si je reviens à cet exemple, je vais pointer la première formule, la première FNC. Alors, vous avez plusieurs choix. Soit tu divises avec D, tu fais D est égal à 0 et D est égal à 1. Soit tu divises avec B, soit tu divises avec C, soit tu divises avec A, soit tu divises avec E. Donc, d'après vous, c'est quoi la variable la plus préférée parmi ces 4 choix? Bien, c'est, donc, en principe, vous avez D ou le B ou le C, c'est 5 choix. Vous avez 5 choix. Vous pouvez proposer dans le chat. Hein? Oui. Vous pouvez proposer donc, dans le chat. Je vais voir s'il y a des propositions dans le chat. Donc, il n'y a rien jusqu'à maintenant. Supposons que j'ai cette formule FNC. Cette FNC, elle possède 5 variables. Combien de clauses? 5 clauses. 5 variables, 5 clauses. Tu fais le rapport M sur N, tu vas trouver 1. Donc, le 1, il est éloigné par rapport à 3 points, ou plutôt 4.3. On a dit que le seuil, c'est 4.3. Puisque c'est éloigné par rapport à 4.3, cela veut dire que cette formule est facile. Le temps d'exécution de cette formule est vraiment facile. Maintenant, pour accélérer davantage la résolution, il faut choisir une variable de division. Supposons que je ne peux pas exécuter les 4 premières instructions, il faut diviser. Alors là, si tu vas choisir, par exemple, la variable D, par exemple, il faut compter le nombre d'occurrences de D dans les clauses. Ici, D ou bien non D, hein, je m'en fous. Donc, D ou bien non D, c'est-à-dire le littéral qui contient la variable D. Alors maintenant, vous avez la première clause, elle contient non D. Et là, ça, la deuxième, vous avez juste 2 clauses. C'est-à-dire, si tu vas diviser avec D, tu vas, ça veut dire, on n'a que 2 clauses qui ça veut dire, dans lesquelles donc, D ou bien non D contribue. Donc ça, c'est un mauvais choix. Donc D, c'est un mauvais choix parce que tout simplement, le nombre de clauses
dans lesquels le D ou bien non D va apparaître, c'est petit. C'est petit par rapport au nombre total. Donc, de préférence, on va choisir les littéraux qui vont, par exemple, apparaître dans, par exemple, 50% des clauses, ou bien 60% des clauses, ou bien 70% des clauses. Donc, ça, c'est, disons, les littéraux les plus pertinents, ou bien les plus rapides. Donc, ça ne veut pas dire que le choix du D, il est incorrect. Il est correct, sauf que le temps d'exécution sera trop lourd. C'est-à-dire, on va faire beaucoup de divisions avec ce choix-là. Maintenant, si on veut faire moins d'instructions, bien moins d'étapes, il faut choisir un littéral qui va apparaître dans le maximum de clauses. Il va apparaître dans le maximum de clauses. C'est-à-dire ici, si on va choisir, par exemple, le A, si on va choisir le A, c'est un mauvais choix par rapport au D. Le D, il va apparaître dans deux clauses. Par contre, le A, il va apparaître dans une seule clause. Par contre, le C, il va apparaître dans la première, la deuxième et la troisième. Donc, et même la quatrième, celle-là. Donc, il va apparaître dans la première, la deuxième, la troisième et la quatrième. Donc, ça, c'est un bon choix. Ici, donc, dans le premier exemple, choisir le C et créer donc, deux enfants. Le premier enfant, dans le cas, on fait C est égal à 1. Le deuxième, on fait C est égal à 0. Ça, c'est un bon choix parce que tout simplement, le C il va apparaître dans, disons, ici, 80% des clauses. Il va apparaître dans 4 clauses parmi 5. 80% des clauses. Maintenant, si tu vas choisir, supposons que tu as deux variables qui vont apparaître dans le même nombre de clauses. Par exemple, dans les deux cas, par exemple, la variable C et une autre variable, par exemple X, vont apparaître dans 80% des clauses. Dans ce cas-là, qu'est-ce qu'on va préférer? On va préférer, par exemple, la variable qui va apparaître ou bien qui va apparaître dans des clauses de taille réduite. C'est-à-dire dont la taille C2 ou bien la taille C1, c'est plus préféré par rapport à une autre variable qui apparaîtra dans le même nombre de clauses, dans les deux cas, par exemple 80%, mais la taille des clauses sont assez grandes. Supposons que C, par exemple ici, elle va apparaître, par exemple, dans les clauses dont la taille c'est 3. La première, c'est la taille c'est 3, la deuxième c'est 3, la troisième c'est 3, la dernière c'est 3. Maintenant, si je trouve une autre variable, par exemple X, qui va apparaître dans 4 clauses, mais disons, la taille de certaines clauses, c'est plus petit que 3. Par exemple, c'est 2 ou bien c'est 1. Dans ce cas-là, la deuxième variable x, elle est plus préférée, c'est-à-dire elle est plus rapide que la variable c. Donc ça, j'ai donné donc un exemple donc de formule ou bien d'astuce ou bien d'heuristique qui vont choisir de manière intelligente la variable de division. Parce que plus la variable de division est bien choisie, plus on va faire moins d'instructions et bien moins de temps d'exécution. Plus la variable de division est choisie de manière aléatoire, ou bien presque aléatoire, plus le temps d'exécution ne sera pas donc altéré, il sera toujours, par exemple, ça veut dire grand. Donc ça, c'est la première brique. Elle va concerner tout simplement la cinquième instruction qui représente la division binaire. Et qu'est-ce qu'on a dit? On va encourager, par exemple, les variables qui vont apparaître dans le maximum de clauses et surtout dans les clauses de taille réduite. Bien sûr, on n'a pas que cette règle, qu'il y a d'autres règles. Par exemple, une deuxième règle, qu'est-ce qu'elle va préférer? Elle va préférer les variables qui vont apparaître dans le maximum de ce qu'on appelle les clauses de conflit. Alors, les clauses de conflit, c'est de nouvelles clauses construites. Par exemple, on va commencer ici avec 5 clauses, mais en fonction du temps, on va ajouter à chaque fois de nouvelles clauses. On va les appeler clauses de conflit. Alors, on va préférer pour la division tout simplement les variables qui apparaîtront dans un nombre maximal de clauses de conflit. Ben, on va voir c'est quoi ces clauses de conflit. Est-ce qu'il y a des questions sur le premier point? Est-ce qu'on va entamer directement le deuxième point qui va représenter ce qu'on appelle le redémarrage aléatoire. Alors, je vais pointer la diapo qui représente le redémarrage aléatoire. Maintenant, c'est ce que j'ai noté dans la première brique, ce qu'on a appelé redémarrage aléatoire. C'est créé par donc ce chercheur-là, en principe américain, c'est Gomez et ses collègues, c'est créé en 1997. Alors, voilà. Est-ce qu'il y a déjà des questions sur le premier point?
Voilà, vous avez déjà donné le... Voilà, donc c'est l'exemple de le polycopier. Voilà, vous avez donc m'envoyé donc l'image polycopier. Je ne sais pas c'est quoi le problème maintenant. Parce que je suppose qu'on a trouvé un SAT, si je me rappelle bien. On a trouvé un SAT dans les deux feuilles. Oui, mademoiselle, mais je sais pas. Donc H3, normalement, c'est, mais non, c'est H3. Voilà. Alors, هنا كاين Voilà, tu as raison. هنا c'est C, c'est A ou non D, A ou C. Mais je pense que هنا 7 كاينه. Donc je vais revérifier donc l'exercice quand même. Alors, on a dit donc D, C. Mais est-ce qu'elle va donc non, deuxième formule. Juste pour ne pas perdre de temps, donc je vais le refaire et je vais poster donc je vais poster donc la solution dans la plateforme Teams. Certes, il y a une erreur parce que lorsqu'on va distribuer le A sur nom D et C, tu vas trouver A ou C et tu vas trouver donc A ou non D. Oui. Mais là, c'est voilà, c'est nom D. Donc, soit on a déjà un problème dans le départ, ça veut dire ici, c'est pas non C, c'est-à-dire c'est C, ou bien c'est réellement une erreur. Hein. Donc, je vais donc vérifier ça donc, après le cours et je vais vous poster donc la solution. Voilà. Voilà. Donc, je reviens maintenant au cours. Alors, il n'y a pas de question sur le premier point. Maintenant, je vais attaquer le deuxième point. Alors, dans le deuxième point, qu'est-ce qu'on a remarqué? Qu'on a remarqué que le temps d'exécution, supposons qu'on a pris une certaine formule spéciale qui est autour du seuil. Hein. Donc, l'exemple, ce que je montre ici dans cette figure-là. Donc, c'est une courbe qui représente le nombre, disons, le temps d'exécution. Alors, vous pouvez représenter ou bien considérer l'axe des Y comme étant le temps. Bon, réellement, ce n'est pas le temps d'exécution, mais c'est quelque chose qui est proche du temps d'exécution. En quelque sorte, c'est le nombre de nœuds dans votre arbre. Parce que là, si je vous présente cette diapo-là, voilà. Donc, voilà la division. Donc, plus on fait beaucoup de divisions, plus le nombre de feuilles sera assez grand. Et bien sûr, plus le nombre de feuilles est assez grand, on a, ça veut dire une grande probabilité que le temps d'exécution sera donc élevé. Donc, ce qui fait que le nombre de nœuds ici, donc le nombre de nœuds, c'est en quelque sorte, il est proportionnel au temps d'exécution. Alors, donc, pour cette raison, dans l'axe des Y, on va surtout représenter le nombre de nœuds. Et bien sûr, plus le nombre de nœuds est assez grand, je parle surtout pour les feuilles, plus le nombre de feuilles est assez grand, plus le temps d'exécution est élevé. Mais pour ne pas, ça veut dire, déranger les étudiants, vous pouvez considérer l'axe des Y comme étant juste le temps d'exécution. Alors ici, dans l'axe des Y, vous avez le temps d'exécution. Tu peux avoir un temps égal à 0 jusqu'à 4000. Ici, donc, le nombre de backtracking ou bien le nombre de nœuds donc, à explorer. Alors ici, dans l'axe des X, disons, c'est le nombre ou ça veut dire le nombre d'exécutions de la même formule. Ici, par exemple, si je fais 300, si je prends ici 300, maintenant le temps d'exécution pour la même formule, j'ai la même formule, je vais l'exécuter 300 fois et je vais mesurer le temps d'exécution moyen. C'est ça le sens de cette figure-là. Si je prends par exemple ici 300 et dans l'axe des Y, par exemple, je trouve 400. Supposons ici, c'est l'amplitude, c'est 400.
Ça veut dire quoi 400? Ça veut dire que si je prends la même formule qui est proche du seuil, c'est-à-dire le rapport M sur N, c'est 4.3, je vais l'exécuter 300 fois. La même formule, je vais l'exécuter 300 fois. Et après, je vais mesurer le temps d'exécution moyen. Alors, ce temps d'exécution moyen, il est, par exemple, est égal à 400. C'est ça le sens. Maintenant, si je vais prendre cette valeur-là, il y a 400, je vais prendre toujours la même formule. Je vais l'exécuter 400 fois. Et je mesure le temps d'exécution moyen. Maintenant, ce temps d'exécution moyen, il est égal à 1500 unités. Est-ce que c'est clair jusqu'à maintenant? Je vais prendre quand même un autre exemple. Supposons je vais prendre ici 600. Je vais toujours prendre la même formule, FNC. Je l'exécute 600 fois, c'est-à-dire DPLL sera exécuté 600 fois sur la même formule. Maintenant, je vais prendre les 600 temps d'exécution et je vais plotter, afficher le temps d'exécution moyen. Je vais faire la moyenne. Maintenant, cette moyenne est égale à 3500. Et ainsi de suite. Maintenant, c'est quoi donc le score pour 700? Toujours la même formule. Je l'exécuterai 700 fois. J'exécute DPL 700 fois. Et je vais plotter donc, le temps d'exécution moyen qui est égal à 4000. Alors là, qu'est-ce qu'on remarque? On remarque que le temps d'exécution moyen va diverger. Il ne va pas converger. Donc, c'est ça le sens global de cette figure. En principe, si notre formule elle est, disons, normale, donc cette formule-là, elle est anormale. Si cette formule-là est normale, plus le temps d'exécution, ou plutôt l'échantillon, la taille de l'échantillon est grande, c'est-à-dire si j'exécute la même formule 300 fois, et je plotte le temps d'exécution, et je trouve 500, par exemple, je vais trouver 500, ou bien parfois, par exemple, je trouve 500, parfois, par exemple, je trouve 550, parfois, je trouve 450. Maintenant, si je vais prendre un échantillon assez grand, les 800 ou les 900, par exemple, j'exécute la même formule 800 fois, alors en principe, le temps d'exécution va converger. Ça veut dire si au début, je vais zigzaguer entre 550 et 450, maintenant, je vais zigzaguer, par exemple, entre 510 et, par exemple, 490. Ça veut dire le temps d'exécution, il va varier entre, par exemple, 490 et 510. Et plus l'échantillon, ou bien la taille de l'échantillon va augmenter, par exemple 1000, dans ce cas-là, le temps d'exécution va varier entre, par exemple, 500 unités plus 1 et 500 unités moins 1. Il y a 499, soit le temps d'exécution est égal à 499 comme seuil minimal, ou là, au maximum, il va être égal à 501. Ça, c'est pour les formules normales. Ça veut dire plus tu augmentes l'échantillon, plus le temps va converger. Ça veut dire qu'il va converger pour un certain point. Ici, le problème, c'est l'inverse, ou le résultat, c'est l'inverse. Plus la taille de l'échantillon augmente, plus le temps va diverger. C'est-à-dire j'ai commencé avec un temps qui est proche à 500 unités, mais maintenant avec 1000, j'ai un temps qui est proche à 3500. Et même si tu vas augmenter, tu vas faire 2000, 3000, 4000, je risque de faire un temps assez grand. Il va encore diverger. C'est-à-dire au lieu de trouver 3500, tu vas trouver par exemple 5500 ou par exemple 7000 ou 8000, l'essentiel. Alors, c'est quoi maintenant le défaut, ou plutôt c'est quoi le motif ou la raison derrière ça? C'est simple. Tout simplement, dans cette formule bizarre, la formule qui est proche, en principe, les formules bizarres, c'est les formules qui sont proches du seuil. En principe, tu as quelques variables, on va les appeler variables critiques. Si ces variables critiques sont mal affectées, tu vas faire un temps d'exécution assez grand. Les watts 3500, 4000 et ainsi de suite. Maintenant, si ces variables critiques sont bien affectées, supposons, j'ai 100 variables. Parmi les 100 variables, j'ai 2 variables qui sont critiques. Les par exemple, variables X et Y. Le reste des variables ne sont pas critiques, c'est-à-dire ne sont pas importantes. C'est-à-dire même si j'affecte n'importe quelle valeur à ces variables, je peux trouver une affectation qui va satisfaire tout le monde, c'est-à-dire toutes les classes. Par contre, pour la variable X et Y, supposons juste l'affectation 1, c'est-à-dire si j'affecte X à 1 et Y à 1, c'est l'unique affectation qui va trouver ou bien qui va nous assurer la satisfaisabilité. Le reste des affectations, ça veut dire si tu vas affecter X et Y à 0 ou bien tu vas mélanger parfois 0, parfois 1, maintenant, quelle que soit
l'affectation du reste des variables, c'est-à-dire quelle que soit l'affectation des 98 variables restantes, tu vas toujours trouver un 0. Et pour cette raison, le temps d'exécution est lourd. Alors, ça veut dire que tu vas trouver un temps assez lourd, il y a 3500, 4000 et ainsi de suite, parce que tout simplement, la majorité écrasante des feuilles sont insatisfaisables. Il y a quelques feuilles, 2 ou bien 3 feuilles, par exemple, qui sont sat, mais on ne peut pas les trouver. Tout simplement, on ne va pas les trouver parce qu'on a mal affecté les variables critiques. Par exemple, la variable critique x et y, il faut, par exemple, leur affecter la valeur 1 pour les deux. Maintenant, si tu fais d'autres affectations 1, 0 ou la 0, 1 ou la 0, 0, tu vas toujours trouver donc un sat. Peu importe l'affectation des 98 variables restantes. Et c'est ça, donc disons, l'interprétation ou bien l'explication de ce phénomène. Donc, ça veut dire que si tu vas rater la bonne affectation des variables critiques au début, ça veut dire si au début, tu vas rater la bonne affectation, ou bien tu vas laisser les variables critiques à la fin, tu vas laisser l'affectation des variables critiques à la fin. Donc, là, c'est un mauvais démarrage ou c'est une mauvaise exécution. Tu vas faire beaucoup de temps, les 3500, 4000. Par contre, tu as un temps assez petit, par exemple moins de 500 unités. Si tu vas commencer l'affectation de ton problème avec les variables critiques, c'est-à-dire je vais diviser mon problème au début avec les variables critiques. Ça, c'est la première condition. Et deuxième condition, je vais diviser avec les bonnes valeurs. Si je fais les deux conditions, je commence la division avec les variables critiques et je fais les bonnes valeurs. Dans ce cas-là, le temps d'exécution est court. Deuxième scénario, le temps d'exécution, il est lent. Disons, la majorité des situations, c'est-à-dire à chaque fois que tu trouveras, par exemple, plus que 1000 unités de temps, disons, ça, c'est le deuxième scénario. Le deuxième scénario va se passer lorsque tu ne vas pas commencer la division avec les variables critiques. C'est le premier sous-cas. Deuxième sous-cas, même si tu commences avec les variables critiques, tu vas faire la mauvaise division, plutôt la mauvaise affectation. Dans ce cas-là, tu vas toujours faire un temps d'exécution qui est assez grand. Maintenant, le phénomène, c'est-à-dire lorsque la moyenne du temps d'exécution, donc ici, qu'est-ce que je plotte? Je plotte le temps d'exécution moyen. Si le temps d'exécution moyen ne converge pas, le phénomène, on va l'appeler heavy-tailed phénomène, ou bien phénomène à queue lourde. Phénomène à queue lourde, tout simplement, c'est n'importe quelle variable aléatoire dont la moyenne ne converge pas. C'est-à-dire à chaque fois que tu as une variable aléatoire, mais la moyenne ne converge pas. Donc ça, c'est un phénomène appelé un phénomène à queue lourde. Je vous donne des exemples. C'est-à-dire, à part le temps d'exécution des formules SAT, c'est un phénomène à queue lourde. Vous avez d'autres phénomènes, d'autres variables, comme par exemple la fortune. Par exemple, si je vais prendre l'amphi, comme L2, la promotion L2, et je vais maintenant représenter ou bien considérer la fortune, ou bien la fortune de chaque étudiant comme étant la variable. C'est-à-dire, chaque étudiant, il possède combien d'argent. Maintenant, si la fortune, c'est un phénomène à queue lourde, cela veut dire que la fortune moyenne des étudiants, c'est-à-dire si je vais prendre un échantillon d'étudiants, 5 étudiants, ou des étudiants, si cette moyenne ne converge pas, c'est-à-dire à chaque fois que j'augmente l'échantillon des étudiants et la fortune moyenne ne converge pas, cela veut dire que c'est un phénomène à queue lourde. Et il est réellement, c'est-à-dire selon chaque pays, que ce soit l'Algérie ou bien un autre pays, la fortune moyenne ne converge pas. Donc, elle ne converge pas, ou là même, elle converge vers l'infini. Donc, c'est ça la signification ou bien la définition d'un phénomène à queue lourde. Soit la moyenne ne converge pas, soit elle converge vers l'infini. Et dans les deux cas, ça va poser des problèmes pour le temps d'exécution, justement pour notre formule 3 SAT. Maintenant, puisqu'on a bien ça veut dire situé la raison, c'est qu'on a mal affecté les variables critiques, ou bien on a délaissé, ou bien on a laissé les variables critiques à la fin. Dans les deux cas, tu vas faire un temps d'exécution assez grand. Et à la fin, donc, tu as en quelque sorte un zigzag. Soit tu as une exécution qui est courte, elle fait moins de 500 unités, soit tu fais une exécution qui est longue, elle fait par exemple plus de 3000. Et la majorité des exécutions sont longues. Il y a juste une minorité d'exécutions qui sont courtes. Maintenant, comment on va traiter ce problème? Justement avec redémarrage aléatoire. Parce que l'idée, c'est quoi? Si tu as, par exemple, supposons,
soit le temps de ma formule, il est moins de 5 minutes, c'est court, soit il dépasse 10 minutes et il est long. Supposons on a les deux scénarios, soit le temps d'exécution, c'est plus que 10 minutes, c'est les exécutions lourdes, soit on fait moins de 5 minutes, c'est les exécutions courtes. Donc ici, qu'est-ce qu'on fait? Alors tout simplement, on va utiliser une limite, on va laisser le temps d'exécution, on va laisser notre algorithme s'exécuter. Supposons s'il va dépasser 8 minutes, on va arrêter la recherche, on va redémarrer à partir de zéro. Parce que, qu'est-ce qu'on a dit? Ça, c'est juste un exemple. Si on va dépasser 5 minutes, cela veut dire qu'on a une grande chance que le temps d'exécution sera long. C'est-à-dire on va faire 1 heure, 2 heures, 3 heures ou bien plus. Maintenant, si on va trouver un résultat en moins de 5 minutes, cela veut dire que le temps d'exécution est court. Donc là, on va faire une limite. Par exemple, la limite est égale à 7 minutes. Elle est choisie, par exemple, au hasard, juste au hasard. Alors, on va laisser notre algorithme s'exécuter. S'il va dépasser 7 minutes, on va redémarrer l'exécution de l'algorithme. Si on va trouver, donc, par exemple, un résultat, c'est-à-dire une feuille satisfaisable, ou bien toutes les feuilles sont insat, en moins de 7 minutes, dans ce cas-là, on va retourner donc la solution. Alors, ça, le seuil HADA, on va l'appeler le seuil critique de redémarrage. Alors, comment le fixer? Il y a plusieurs formules pour le fixer, ou bien ce qu'on appelle cut-off. Alors, il y a des formules géométriques, il y a des formules arithmétiques, il y a des formules un petit peu bizarres. Je vais, par exemple, vous donner juste la formule arithmétique. Par exemple, au début, je vais laisser mon algorithme s'exécuter jusqu'à 16 000 unités. Donc, unité, ça peut être la seconde, ça peut être plus que la seconde, par exemple, ou la moins d'une seconde. Alors, tout dépend donc de votre problème. Mais parfois, ici, donc, le 16 000 hadiths, ça va concerner aussi le nombre de feuilles. Par exemple, je vais redémarrer mon algorithme DPLL. Si je vais scanner 16 000 feuilles et les 16 000 feuilles sont insatisfaisables. Dans ce cas-là, je vais redémarrer. Maintenant, la deuxième fois, je vais redémarrer mon algorithme si je trouverai 32 000 feuilles ou la 32 000 unités qui sont toujours insat. Et ainsi de suite. À chaque fois, je vais ajouter 16 000 feuilles pour faire le prochain redémarrage aléatoire. Donc ça, c'est la politique arithmétique. Vous avez d'autres politiques, par exemple la politique Looby. Qu'est-ce qu'elle fait? Au début, je vais laisser 100 unités de temps pour mon algorithme. Si toutes les feuilles sont insat, je vais redémarrer. Dans la deuxième exécution, je vais laisser 100 unités de temps. Si toujours c'est insat, je vais redémarrer. Et dans la troisième, je vais faire 200. Dans la quatrième, je vais faire 100. Cinquième, 100. Et ensuite 200. Donc, il y a une formule mathématique qui va générer ces scores-là. Et bien sûr, je vais faire le redémarrage à chaque fois que j'atteins le cut-off ou bien seuil. Alors, ici, l'idée derrière le redémarrage, c'est que si tu as raté les variables critiques au début, tu peux les rencontrer, ou là, tu peux ça veut dire les rencontrer dans la deuxième exécution. Maintenant, le seuil pour c'est-à-dire abandonner la première exécution, bien sûr, c'est fixé par ces formules-là, soit géométriques, ou bien arithmétiques, ou bien la série de loups. Alors, je ne sais pas s'il y a des questions. Est-ce qu'il y a des questions sur ça? Alors, s'il n'y a pas de questions, bon, pour votre information, le redémarrage aléatoire, il fait, disons, un grand succès pour les solvers SAT. Ça veut dire qu'il peut réduire jusqu'à 50% du temps d'exécution juste en faisant donc le redémarrage aléatoire. Alors, la troisième brique que l'on va donc traiter, c'est ce qu'on appelle l'apprentissage des clauses. Donc, c'est celle-là. La deuxième brique, bien la troisième brique, ici j'ai noté donc en deuxième point. Alors, c'est première règle ou bien première astuce qui concerne le redémarrage, plutôt l'apprentissage des conflits ou bien les clauses de conflit, c'est fait en 96. Je pense toujours que ce sont des chercheurs américains dans l'université de Harvard. Alors, ici, l'idée de base, c'est quoi? Je vous donne donc un petit exemple. J'ai déjà un exemple, je vais le faire. Je vais zoomer. Bon,
je ne sais pas si tout le monde suit, mais ici, donc il faut regarder par exemple que x et y, supposons que je vais donc, affecter la valeur 1 à x et affecter la valeur aussi 1 à y. Dans ce cas-là, la première ligne, elle est éliminée parce qu'elle est satisfaite. La deuxième, elle est satisfaite. Donc, x, c'est E, ça veut dire que j'ai la clause x ou c ou E. La deuxième clause, c'est y ou E ou c ou d. Et ainsi de suite. Alors, supposons que je vais affecter 0, plutôt donc 1 à x et 1 à y. Donc, ici, supposons pour une certaine raison, donc on va affecter alors x reçoit 1 et même y reçoit 1. Donc ici, je vais juste expliquer le principe derrière l'apprentissage, je ne vais pas donc, le détailler. Alors, dans ce cas-là, la première ligne et la deuxième ligne vont être éliminées parce qu'elles sont satisfaites. Maintenant, troisième et quatrième et cinquième ligne, qu'est-ce qu'on remarque? Alors, vous pouvez remarquer que ici, notre x vaut 0, notre y vaut 0, notre x vaut 0 et notre y aussi vaut 0. Cela veut dire que ce qui nous fait, c'est notre C, notre D, notre D, notre C, CD et notre C, notre D. Donc, les quatre clauses en même temps sont insatisfaisables. C'est-à-dire, si tu fais n'importe quelle affectation à ces plutôt à ces deux littéraux, C ou D, tu vas toujours trouver quelque part un 0. Supposons que je vais affecter 0, par exemple 1 à C et par exemple 1 à D. Bien sûr, elle est satisfaite. Par contre, si je vais par exemple, donc là, c'est pas C, notre D, et là c'est, alors notre C, alors là, je vais éliminer notre D, juste pour avoir un exemple parfait. Parce que là, il faut remarquer que pour les quatre lignes ici, supposons on a éliminé notre x, notre y, notre x et notre y parce qu'elles sont, ces littéraux sont faux. Il ne faut pas oublier qu'on a affecté x à 1, y à 1. Donc là, il faut remarquer que j'ai C notre D, D notre C, CD, C ou D, et notre C ou notre D. Je rappelle, C ou notre D, D ou notre C, C ou D, notre C ou notre D. Ces quatre lignes en même temps, c'est-à-dire sont insatisfaisables. C'est-à-dire la conjonction des quatre lignes est toujours fausse. Peu importe l'affectation du C et du D. Supposons on a affecté par exemple un à C et un à D. Alors bien sûr, la première elle est vraie, celle-là elle est vraie, celle-là elle est vraie, mais par contre la derrière elle est fausse. Parce que notre C c'est 0 et notre D c'est 0. C'est-à-dire que maintenant la nouvelle clause, elle vaut 0. Donc, ici, la raison d'échec, pourquoi je trouve un 0? Ce n'est pas à cause du C ou bien à cause du D. Ici, l'analyse de la cause d'échec, c'est simplement le fait d'affecter x à 1 et y à 1. C'est ça la cause d'échec. Ça veut dire ici, si je trouve une clause vide, il faut toujours chercher ce qu'on appelle la clause de conflit ou bien la cause de l'échec. Alors, voilà. J'essaie de trouver. Ah, voilà. Donc, la clause, ou bien la cause de l'échec, la cause d'échec, c'est bien donc x et y. C'est bien x, le fait d'affecter x à 1 et y. Si j'applique y à 1 et x à 1, ça va nous causer un échec. Donc, causer un échec, c'est synonyme. Ici, si j'utilise l'implication, je vais trouver un 0. Donc, pour ce problème-là, la cause de l'échec, ce n'est pas le fait d'affecter, par exemple, C à 0 et D à 0, ou bien C à 1, ou bien D à 1, ou bien faire n'importe quelle combinaison pour C et D.
Donc, C et D ne sont pas responsables de l'échec. Ce qui est responsable de l'échec, c'est cette affectation-là, liée à X. Et si X est égal à 1, Y est égal à 1, alors 0. Donc, ça, c'est ce qu'on appelle la clause de conflit. Alors, si tu veux accélérer davantage donc, votre résolution ou votre algorithme de PLL, il faut ajouter en plus disons des 6 lignes ou bien des 6 clauses, la première, la deuxième jusqu'à la sixième, il faut ajouter la septième. La septième, c'est celle-là. C'est lorsque X est égal à 1 et Y est égal à 1 implique 0. Donc, dans ce cas-là, il faut coder tout ça avec une clause. Ou soit là, il faut coder ça avec une clause équivalente, ou bien disons la même clause, ou bien une autre clause équivalente. Donc, c'est ça. Donc, la raison donc, d'échec. La raison d'échec dans notre DPLL. Donc, ici, directement, je vais vous ajouter la nouvelle clause, c'est not X ou not Y. Alors, vous allez me dire comment on a trouvé ça. Donc, malheureusement, ça va dépasser le code du cours, mais je peux vous dire, ou je peux vous donner juste quelques, c'est-à-dire, disons, astuces, comment on a c'est-à-dire codé. Donc, ça, c'est l'implication qui a causé l'échec. C'est lorsque X est égal à 1, Y est égal à 1, je vais toujours trouver un 0, peu importe l'affectation du C et du D. Et dans les cas pratiques, tu n'as pas juste le C et le D. Tu peux avoir 1 milliard, par exemple, de variables qui ne sont pas responsables de l'échec. Et les variables qui sont responsables de l'échec, c'est soit une seule variable ou bien deux variables, l'essentiel, un nombre assez petit de variables. Maintenant, il faut coder l'échec avec une clause. Maintenant, la clause de l'échec, la clause de conflit, c'est not X ou not Y. Comment j'ai trouvé ça? Tout simplement, il faut inverser. L'astuce, qu'est-ce qu'elle fait? Il faut inverser, disons, les variables qui vont causer l'échec. Maintenant, X est égal à 1, je vais l'inverser, je vais faire not X. Et si Y est égal à 1 cause l'échec, je vais bien sûr coller les variables avec le OU et je vais faire not Y. Maintenant, supposons que tu as une troisième variable Z qui est égale à 0 et qui va aussi causer l'échec. Dans ce cas-là, tu vas faire not X, not Y ou Z. Parce que Z maintenant, supposons que Z, elle vaut 0. Ici, tu as aussi le et, c'est-à-dire la raison d'échec, c'est les trois variables donc en question. Dans ce cas-là, il faut les inverser avec une clause. C'est-à-dire tu fais not X ou not Y ou Z. Maintenant, j'ajouterai par exemple le Z pour dire que ça, c'est notre clause de conflit. L'essentiel, si tu vas ajouter une clause de conflit, dans ce cas-là, on va interdire les mauvaises affectations. Maintenant, si tu vas ajouter cette clause, l'affectation qui fait X est égal à 1, Y est égal à 1, elle est interdite. Parce que tout simplement, si tu remplaces ici X avec 1 et Y avec 1, tu vas trouver un 0. Alors, pour interdire cette affectation, donc on a ajouté cette clause-là. Et cette clause-là permet donc d'accélérer ou bien d'anticiper l'échec. Alors, on a l'échec, au lieu de le trouver après deux divisions, c'est-à-dire tu vas diviser avec C, ensuite tu vas diviser avec D, et à la fin, tu vas trouver par exemple la clause vide. Ici, en introduisant donc, cette clause, le fait d'affecter X et Y à 1 va directement entraîner la clause vide. Dans ce cas-là, on va gagner donc, deux étapes de division. C'est-à-dire diviser C, ensuite diviser D. Donc, en deux mots, c'est ça donc l'apprentissage du conflit. Ou bien l'apprentissage des clauses. Tout simplement, l'idée, c'est quoi? C'est d'ajouter de nouvelles clauses qui vont anticiper donc les raisons d'échec ou bien les clauses vides. Au lieu que je trouve la clause vide après, par exemple, 10 étapes de division, je vais trouver la clause vide directement après une ou deux donc, divisions, ou bien même sans faire la division, juste en faisant la propagation unitaire ou bien les littéraux purs. Maintenant, deuxième idée qui marche toujours avec les clauses de conflit. Ici, le fait d'ajouter cette clause-là, il y a not X, not Y, en principe, supposons ici, on a fait la première division avec X, ensuite la deuxième division avec Y, ensuite on a fait la troisième division avec D et la quatrième division avec C. Maintenant, cette clause, il faut l'introduire au niveau de la deuxième division, c'est-à-dire juste après Y est égal à 1.
il ne faut pas l'introduire après la 3e division, ou bien après la 4e division, ou la 5e, ou la 6e. Donc, le fait d'introduire cette ligne-là, ou après, disons, la 2e division, ça veut dire juste après y est égal à 1, ça, c'est ce qu'on appelle le retour arrière non chronologique. Parce que le retour arrière chronologique, c'est ce qui est fait pratiquement par DPLL. Alors, DPLL, je vous rappelle que si un enfant, par exemple, une feuille va entraîner la clause vide, qu'est-ce qu'on va faire? On va directement scanner ou bien vérifier la feuille voisine, c'est-à-dire le frère de la première feuille, ou bien la sœur de la première feuille. Dans ce cas-là, le fait de scanner ou bien vérifier la feuille qui est juste à côté donc de la feuille originale, donc c'est ce qu'on appelle le retour arrière chronologique. Mais le fait de remonter à un niveau plus élevé, c'est-à-dire maintenant, la feuille qui a causé, par exemple, l'échec, c'est la feuille C, le fait d'affecter C par exemple, à 0. Maintenant, ici, sans faire le retour arrière ou en faisant le retour arrière standard, c'est-à-dire chronologique, maintenant, je vais chercher le D. Je vais maintenant poser la question sur D. Est-ce que le D est bien affecté ou non? Alors, ça, c'est ce qui est fait donc, dans le retour arrière chronologique. Par contre, dans le retour arrière non chronologique, on va poser la question sur le Y. Au lieu de poser maintenant, c'est le C qui a posé donc problème, le fait d'affecter par exemple le C à 0. Retour arrière chronologique, qu'est-ce qu'il va faire? Il va tenter d'affecter le 1 à C. Ensuite, il va tenter d'affecter le 1 à D. Ensuite, il va tenter d'affecter le 0 à D jusqu'à ce qu'il arrive à Y. Par contre, dans le retour arrière non chronologique, directement, c'est-à-dire si C va nous donner par exemple la clause vide, le fait d'affecter par exemple 1 à C va nous donner la clause vide. Avec le retour arrière non chronologique, on va directement poser la question sur le Y. C'est-à-dire, la nouvelle question, c'est est-ce que Y qui est égal à 1, c'est la raison d'échec? Est-ce qu'il faut changer maintenant cette affectation? Alors, si on va changer cette affectation, ça veut dire qu'on a fait un retour arrière non chronologique. Et ceci, il est autorisé ou bien sûr, c'est-à-dire motivé par l'introduction de cette clause-là. Alors, c'est tout ça pour aujourd'hui. Je ne vais pas entamer ou expliquer d'autres briques. Je sais que ce n'est pas facile de suivre en distanciel. Mais bien sûr, si vous avez des questions sur ça, on va les refaire en présentiel. Alors, je reviens donc aux questions. S'il y a des questions dans le chat, donc il n'y a pas de questions sur le chat. Est-ce que vous avez des commentaires ou bien des choses qui ne sont pas claires? Bon, s'il n'y a rien, donc je vous remercie. Je vais donc refaire l'exercice qui a posé le problème, l'exercice du polycopier. Je vais poster donc la solution donc, dans la plateforme 6. Merci beaucoup. On se voit, Inch'Allah, la semaine prochaine. Assalamu alaikum.